Vous écoutez Indépendance financière et hypothèque, où l'endettement est à éviter, l'épargne est à l'honneur et où la maison complètement payée remplace la voiture de luxe comme symbole de richesse. Je suis Frédéric Lacharité, courtier hypothécaire à Montréal et au Québec. Je veux vous aider à prendre le contrôle de vos finances, à transformer votre vie. Je vous transmets ma formule pour atteindre l'indépendance financière. Podcast numéro 108. Quel compte utiliser à chaque étape vers l'indépendance financière? Donc aujourd'hui, on va faire un épisode un peu de base sur les types de comptes de banque qu'on a besoin pour cheminer vers l'indépendance financière. J'ai eu une cliente, j'ai analysé son dossier la semaine passée, puis comme je demande à chaque client de m'envoyer leur relevé bancaire pour valider la mise de fonds, cette cliente-là m'a envoyé ses relevés bancaires, puis effectivement, il y avait la mise de fonds là, dans son compte opération. Et puis là, j'ai remarqué qu'à chaque transaction, elle payait 1,25 $ de frais, puis surtout ses achats pendant le mois. Et puis là, j'ai regardé un mois, l'autre mois précédent, c'était la même chose. Donc, on était à peu près à 30-40 $ de frais mensuels par mois en frais de transaction. J'ai dit, mon Dieu, pourquoi on n'utilise pas un forfait? Et puis, l'autre particularité aussi de ce dossier-là, c'est que la personne avait tout son argent pour la mise de fonds directement dans le compte opération, dans son compte chèque. Puis, comme le projet quand même d'achat était à long terme, je me suis dit, crème, on serait capable d'avoir comme un 100-150 $ avec cet argent-là investi juste à 2-3 % dans un compte d'épargne à intérêt élevé. Donc, ça m'a donné l'idée aujourd'hui de parler des types de comptes de banque, puis de notre cheminement vers l'indépendance financière. Je vais commencer comme ça. Je vais parler des 3 types de comptes bancaires. Donc, compte chèque, compte opération, OK? Parce qu'on ne fait plus beaucoup de chèques là, maintenant, tout se passe par virement, mais les chèques existent encore, évidemment. On peut appeler ça un compte chèque ou un compte d'opération. Donc, c'est le premier type de compte que je veux parler. Ensuite, le compte d'épargne, OK, qui est le deuxième type de compte dont je veux parler. Ensuite, le compte de placement-investissement. OK? On va garder ça simple aujourd'hui. Techniquement, quelqu'un peut très bien cheminer vers l'indépendance financière avec ces 3 types de comptes-là. Je vais en parler un petit peu plus en détail aujourd'hui. On va regarder les particularités. Ensuite, après avoir expliqué les 3 types de comptes, je vais revenir et parler des 5 étapes. Ça fait longtemps que j'en ai pas parlé. Le plan en 5 étapes pour obtenir la paix financière, devenir propriétaire et atteindre l'indépendance financière, ça reste le plan que je propose, moi, sur le podcast pour cheminer vers l'indépendance financière. C'est un plan que j'ai moi-même utilisé pour cheminer vers l'indépendance financière. Puis, j'aime ça travailler dans un cadre, donc par étapes. Parfois, ça l'aide de simplifier pour répondre à certaines questions simples. Est-ce que je devrais faire ci, je devrais faire ça? Revenons au cadre et revenons à une formule qui fonctionne. Je le sais qu'elle fonctionne, cette formule-là. Il y a d'autres façons de procéder. Oui, c'est vrai. Mais moi, j'ai cette façon-là. C'est la façon que j'enseigne, que je communique sur le podcast avec vous. Donc, on va revenir. Les comptes de banque, puis ensuite, où est-ce que ça cadre dans le plan? Chacune des étapes du plan en 5 étapes. Premier type de compte, OK? Le compte opération, compte chèque, c'est dans une banque, dans une institution financière, on dépose son argent. Nos dépôts sont garantis en passant. C'est la loi sur les banques. Donc, si on dépose notre argent dans une banque, le gouvernement garantit que même si cette banque-là fait faillite, le gouvernement va jusqu'à, je pense, 1 million. Notre argent est garanti. Les dépôts bancaires, c'est la loi. Donc, compte opération, compte chèque, c'est de là que rentre l'argent. Dans le fond, lorsqu'on va aller travailler, notre employeur va déposer la paye dans notre compte chèque, notre compte d'opération. Et lorsqu'on va faire des dépenses chez les commerçants, on va utiliser notre compte débit, par exemple, ou lorsqu'on va faire des chèques, parce que ça existe encore, là, on peut encore faire des chèques ou des virements Interac. Normalement, ça va se passer à partir de ce compte-là. C'est le premier compte qu'on a de besoin. C'est minimalement, si on pense cheminer, accumuler un patrimoine, ça nous prend un compte bancaire. Là, si on veut essayer de faire sans ça, je pense que notre vie va être difficile. Ça va être difficile d'accumuler de l'argent là, si on n'a pas de compte bancaire. Donc, premier compte, c'est souvent le premier compte qu'on doit ouvrir lorsqu'on est jeune. C'est même possible d'en avoir un de type
compte jeunesse, même avant d'avoir 18 ans. Puis à ce moment-là, même, il n'y a pas de frais souvent. Donc, compte opération sert à faire les transactions d'un compte à l'autre pour payer nos choses, payer notre carte de crédit. C'est de là que l'argent... Puis, évidemment, les comptes bancaires comme ça, comptes d'opération, ils vont fonctionner parfois avec des frais de transaction. Donc, soit chaque transaction va coûter quelque chose, mais idéalement, on veut avoir un forfait. On veut avoir un forfait d'un nombre de transactions, par exemple. C'est ça qui revient le moins cher souvent. Comme pour 5 $, on peut faire tant de transactions. Parfois aussi, la banque va, si on prend d'autres produits avec elle, nous dire, voilà, tu n'as pas besoin de payer de frais de transaction. On vous couvre, ça coûte 0 $ de frais de transaction. Parfois aussi, ils vont dire, bon, mais ton forfait ne te coûtera rien si tu gardes un solde de temps dans ton compte. Donc, parce qu'en réalité, eux, ils prennent ce solde-là, puis ils vont le réinvestir, puis grâce à ça, donc c'est pour ça qu'ils sont capables d'offrir un compte d'opération, un compte chèque sans frais. L'autre chose avec les frais, quoi donc? Il y a des banques en ligne maintenant qui vous permettent d'ouvrir un compte d'opération sans frais, sans minimum de solde. Donc ça, ça va être les banques en ligne. On va parler de Banque EQ Bank, on va parler de Tangerine, on va parler de Wealthsimple maintenant qui vient de commencer à offrir justement les dépôts avec un compte d'opération, un compte chèque. Ça, c'est nouveau, donc il n'y a pas de frais, eux non plus. Puis même Wealthsimple, ils veulent attirer des nouveaux clients. Puis c'est même un des seuls que j'ai vu où est-ce qu'il y avait un très bon taux d'intérêt qui nous est versé. C'est quasiment un compte opération, mais en même temps un compte d'épargne à intérêt élevé. Bon, j'y arrive là au compte épargne. Donc ça, c'était le premier type de compte. Deuxième type, on va parler du compte épargne. Okay? Le compte épargne, c'est lorsqu'on va vouloir séparer. Parce que c'est bien beau là, fonctionner à un seul compte. Mais là, quelqu'un pourrait se dire, par exemple, tant que j'ai de l'argent dans mon compte, je peux dépenser. Mais si on veut éventuellement budgéter, si on veut accumuler pour un achat plus important, par exemple, on va vouloir le séparer. Si on veut épargner pour la retraite, si on veut épargner pour notre mise de fonds, le compte épargne permet de tasser l'argent, de le mettre dans un autre compte. Ces comptes-là, souvent, vont générer un petit intérêt. Puis là, ça dépend, l'intérêt qui va nous être versé, ça dépend de la banque. Les banques qui ont pignon sur rue, souvent l'intérêt ne sera pas très élevé, l'intérêt que la banque va nous verser avec notre compte épargne. Okay? Mais encore là, les banques en ligne qui veulent attirer des nouveaux clients, ou souvent les banques ont des promotions. Lorsqu'on ajoute un montant dans notre compte épargne, on va avoir un taux d'intérêt plus élevé sur notre épargne pendant une période de temps. Et passé cette période-là, ça va revenir au taux d'intérêt normal. Compte épargne, donc, comme j'ai dit, ça sert à tasser de l'argent de notre compte d'opération. Donc, ma cliente dont je vous ai parlé au début, elle, évidemment, je lui ai recommandé d'enlever sa mise de fonds de son compte d'opération pour le tasser de là, pour pas qu'elle le voie à chaque fois qu'elle regarde son solde de compte. On veut l'enlever de là parce qu'on veut pas gruger ce montant-là, sa mise de fonds avec le temps, puis faire en sorte que sa mise de fonds diminue. T'sais, on veut tasser ça. Là. On veut s'assurer qu'on ne va pas commencer à dépenser la mise de fonds parce qu'on veut s'acheter une propriété. Là. La cliente, elle venait me voir parce que justement, elle regarde pour une capacité d'emprunt, elle veut s'acheter une propriété. Donc là, le compte épargne ici, même s'il ne rapporte pas beaucoup, au moins il rapporte l'idée qu'on va séparer l'argent de nos dépenses courantes de ce qu'on veut garder pour plus tard pour notre mise de fonds, pour notre maison. Okay? Le compte épargne, on pourrait commencer à introduire des régimes enregistrés fiscaux. Okay? Puis là, on va parler de CELI, CELIAP, REER. Parce que les grandes banques vont offrir ça, les institutions financières vont offrir des comptes d'épargne CELI, des comptes épargne CELIAP, des comptes épargne REER. Commençons par exemple par le CELI. C'est la même chose. Le compte fait le même usage dans le fond, c'est-à-dire on va séparer l'argent. L'argent est dans un compte, il est garanti. Ce n'est pas un placement qui est à risque. C'est-à-dire que notre dépôt est encore garanti par la banque. On ne va pas perdre. Si on le met dans un compte épargne, on ne va pas perdre. On ne va pas mettre 1 000 $ dans un compte épargne, puis le lendemain matin, ça va valoir 800, là, à moins qu'il y ait beaucoup de frais. Mais d'habitude, les comptes épargne n'ont pas de frais habituellement. Sauf qu'un compte épargne aussi, chose importante, c'est que souvent, tu ne peux pas
payer nécessairement super facilement, faire des virements. Souvent, tu vas être limité. L'institution financière, si tu veux faire des virements vers l'extérieur, envoyer de l'argent à quelqu'un, il va falloir le ramener dans le compte opération. Le compte épargne sert vraiment à mettre de côté de l'argent temporairement. Il ne sert pas à être un endroit d'où faire des transactions, faire des achats. OK? Il y a souvent ces petites limitations-là. Mais là, je reviens, on peut avoir un compte épargne en CELI, par exemple. La différence entre un compte épargne normal, on va dire aussi parfois non enregistré. La différence entre un compte enregistré et un compte non enregistré, lorsqu'il est enregistré, il est enregistré auprès du gouvernement. C'est-à-dire que le gouvernement veut avoir un rapport à la fin de l'année sur ce compte-là. Par exemple, s'il est enregistré CELI, mon compte épargne, ça veut dire que le gouvernement veut savoir combien qu'on a cotisé dans notre compte épargne dans l'année. Parce que lui, il doit tenir une trace de nos cotisations CELI parce qu'on a un maximum alloué pour l'année. Okay? Donc, l'institution financière va envoyer au gouvernement à la fin de l'année, voici, monsieur a mis tant de cotisations dans son CELI en 2025. Puis là, le gouvernement va recevoir tous les relevés, tout ça, tous les comptes CELI que la personne a. Et si on a dépassé, ça se peut qu'il y ait des pénalités. Le gouvernement va devoir prendre action, ou en tout cas, il y a un mécanisme qui fait en sorte que ça ne fonctionnera pas. Parce qu'on n'a pas le droit de mettre $1 million dans un CELI comme ça. On a le droit à tant d'argent par année. On est limité dans ce qu'on peut mettre dans ces comptes-là. Ce sont des comptes enregistrés. Tandis qu'un compte non enregistré, il n'y a pas de limite, là, c'est correct. Même chose, si on enregistre notre compte épargne en tant que CELIAP, on va... Absolument, le gouvernement va être au courant de nos cotisations. Puis ça va être important parce qu'on va avoir un retour d'impôt. Ça va diminuer notre revenu imposable. Même chose si c'est un compte REER. On va cotiser et puis à ce moment-là, notre revenu imposable va diminuer pour l'année où est-ce qu'on a cotisé. On peut reporter les cotisations aussi pour d'autres années, mais ça, c'est des détails techniques. Mais ça reste des comptes épargne, c'est-à-dire que c'est juste de l'argent qui a été tassé dans un autre compte. C'est juste que là, ces comptes-là sont enregistrés auprès de l'État, puis le gouvernement va recevoir des rapports de l'institution financière à savoir combien qu'on a cotisé, combien qu'on a retiré aussi, parce que les retraits sont importants. Pour le CELI, le CELIAP, le REER, les montants qui rentrent et les montants qui sortent, le gouvernement veut le savoir. Donc, c'est pour ça qu'on dit que ce sont des comptes enregistrés. OK, il y a des avantages. Le CELI, c'est tout l'intérêt, ça ne sera jamais imposé. Le CELIAP, c'est que lorsqu'on le sort pour acheter notre propriété, on n'a pas besoin de payer l'impôt. Le REER, lorsqu'on le sort, on doit payer l'impôt. Donc, c'est toutes ces petites règles-là qui font en sorte que le gouvernement veut savoir quand on met de l'argent et quand on le sort parce que c'est des bénéfices fiscaux que les Canadiens ont, mais ça doit être surveillé. Il doit y avoir un mécanisme pour être sûr qu'on respecte les règles, puis les institutions financières aident le gouvernement à faire ça. Donc voilà, le compte épargne. T'sais, en passant, avoir un compte épargne REER, peut-être pas la meilleure idée, parce que de l'épargne, ça ne rapporte pas beaucoup d'intérêt. Ça peut-être même rapporte moins que l'inflation. Les REER, techniquement, l'idée, c'est pour la retraite, donc c'est du long terme. Si on ne fait que un faible intérêt dans notre compte REER, c'est pas super bon pour... évidemment, notre revenu est garanti, donc si on a très très peur de perdre notre argent, ça peut être un endroit où le mettre. Ou si c'est temporaire, dans le sens qu'on se prend un REER dans un compte épargne dans le but de faire un RAP, donc le régime d'accession à la propriété, ça peut être pertinent à ce moment-là, mais généralement, un compte épargne, ça ne sera pas REER. Un compte épargne, ça pourrait être CELI aussi. Idéalement, on va vouloir aller, lorsque c'est pour du long terme, aller plus pour les comptes de placement. Donc là, je parle du troisième type de compte, les comptes de placement / investissement. La différence, c'est on n'a pas juste de l'argent dedans. Okay? Contrairement au compte épargne, un compte de placement, on peut avoir des titres, on peut avoir des actions. On peut avoir des actions des entreprises. On peut avoir, par exemple, des obligations. C'est un titre de dette. On peut avoir un FNB. Ça, c'est un titre spécial qui est comme un fonds. Okay? C'est un fonds qui est négocié en bourse. Donc, on peut acheter un titre qui est une partie d'un FNB. Puis,
Notre compte de placement investissement, on peut l'avoir géré par notre conseiller à la banque ou on peut l'avoir autogéré. Lorsque notre compte de placement est autogéré, souvent on va utiliser une plateforme de courtage en ligne. Si on prend par exemple Desjardins, soit on va aller avec notre conseiller, notre représentant en patrimoine chez Desjardins, on va avoir à ce moment-là un compte géré, ou on va aller chez Disnat. Chez Disnat, on va avoir un compte qui est autogéré, c'est la plateforme de courtage en ligne. On fait nous-mêmes les achats, ventes des titres. Donc, un compte de placement, il peut y avoir de l'argent dedans, il va avoir une portion argent, mais il va avoir ensuite des titres. Ces titres-là vont avoir une valeur, puis on peut connaître la valeur de notre compte en placement si on ajoute l'argent qu'il y a dedans, plus les titres. Parfois, les titres aussi vont générer des dividendes, vont générer de l'intérêt. Puis à ce moment-là, ça ajoute à la partie argent de notre compte de placement. Donc, ça fait le tour des 3 types de comptes bancaires. Évidemment, c'est important d'utiliser les 3 si on veut se rendre à l'indépendance financière. Je ne pense pas que c'est possible de se passer. Peut-être le compte épargne n'est pas nécessaire. On pourrait passer directement du compte opération, compte chèque au compte de placement. Le compte épargne, pour moi, par contre, pour le fonds d'urgence, je vais en parler, OK, parce que là, je vais en parler par rapport aux 5 étapes. Les comptes utilisés à chaque étape du plan en 5 étapes. Je vous rappelle, OK, rapidement, les 5 étapes, c'est étape numéro 1, se libérer de l'endettement. Étape numéro 2, accumuler sa mise de fonds. Étape numéro 3, acheter une maison selon ses moyens. Étape numéro 4, investir pour l'indépendance financière. Étape numéro 5, rembourser son hypothèque. OK? Ça, c'est les 5 étapes du plan. Allons-y à l'étape numéro 1, se libérer de l'endettement. L'étape numéro 1, on n'a pas besoin des comptes numéro 2, numéro 3, c'est-à-dire des comptes d'épargne, ni des comptes de placement, investissement. On a juste besoin de notre compte d'opération. On pourrait à la limite, peut-être mettre 1 000 $ dans le compte épargne. Mais c'est tout, là. En gros, à l'étape numéro 1, on prend la décision qu'on ne va plus utiliser l'endettement dans notre vie pour notre consommation. Pas pour les voitures, pas pour les rénovations, pas pour voyager, les études, rien de tout ça. On va utiliser l'endettement seulement pour acheter notre propriété parce que ça, c'est une étape importante. Puis ensuite, peut-être qu'on peut utiliser l'effet de levier pour nos investissements, mais faire très attention. Rendu là, il faut être avancé dans notre cheminement. Il faut, selon moi, qu'on ait pris la décision quand même de ne pas s'endetter pour notre consommation avant d'aller là. Donc, étape numéro 1, ça va être de rembourser toutes nos dettes. Donc, d'y aller de façon intense. Puis à ce moment-là, on ne voudra pas, si on a des CELI, si on a du non enregistré, on va utiliser ça pour rembourser toutes nos dettes, là. On va vendre. Parce que l'étape numéro 1, on est en situation de danger. On ne veut pas avoir des soldes qui traînent sur nos cartes de crédit. On ne veut pas avoir de prêt voiture. On ne veut pas avoir rien de tout ça. Puis on va y aller de façon intense pour s'en débarrasser. Un plan le plus court possible. Maximum, on va prendre 2 ans pour se libérer de l'endettement. Donc moi, je recommande de vendre tout ce qu'on peut vendre qui n'est pas nécessaire. Je recommande de serrer la ceinture. On ne voit pas l'intérieur d'un restaurant à moins qu'on travaille dedans. On y va de façon intense et on rembourse toutes ces dettes-là. On a juste besoin d'un compte opération, dans le fond. C'est une bonne idée, lorsqu'on va se libérer de l'endettement, de se faire un budget. Donc, c'est même important de s'en faire un, surtout pour cette étape-là. On va regarder nos dépenses comme il faut, on va éliminer tout ce qui est superflu, puis on va clairer ça une fois pour toutes, puis on va passer à d'autres choses pour notre vie, pour se setter une fondation solide, pour s'en aller vers l'indépendance financière. Okay? Donc, à ce moment-là, pas besoin de compte d'épargne. Si on a de l'argent dans les comptes d'épargne, on va l'utiliser pour rembourser toutes nos dettes. Si on a CELIA pour REER, non, on ne touchera pas à ça, là, évidemment. On va garder ça pour ce qui était l'usage, l'utilité première. Mais si on a un CELI, moi, je n'aurais pas de trouble. On retire du CELI, on rembourse les dettes. Puis on recotisera notre CELI, c'est correct, ça ne sera pas de l'espace qui est perdu, on va pouvoir recotiser plus tard. Donc, moi, je retire tout ça. Donc, on n'a pas besoin là, des autres comptes à cette étape-là. On ne fait que rembourser nos dettes. À l'étape numéro 2, accumuler sa mise de fonds,
Mais là, oui, absolument, le compte de type numéro 2, le compte épargne, va être très intéressant. Accumuler sa mise de fonds, on va vouloir mettre ça de côté en attendant. Si on pense que ça va prendre plus que 2-3 ans, peut-être qu'on devrait aussi cotiser pour notre retraite. Là, ça va être à voir parce que, idéalement, le plan, c'est... oui, on veut accumuler notre mise de fonds le plus rapidement possible, mais éventuellement, il faut aussi mettre 15 à 20 % de notre revenu pour la retraite. Ça, c'est important de commencer ça le plus tôt possible. Donc là, ça, il faut voir si on est capable d'accumuler notre mise de fonds, mais aussi de mettre notre 15-20 % pour la retraite. Donc, techniquement, là, je dis... il y a juste le compte épargne qui est impliqué à l'étape numéro 2, mais si c'est un projet vraiment à long terme qu'on a, peut-être aussi le REER va être impliqué. Ça dépend si on cotise déjà, nous, à un fonds de pension. Peut-être qu'à ce moment-là, on n'a pas besoin d'en cotiser en plus à notre REER à cette étape-là. Okay? Je vais le recommander plus tard à l'étape numéro 4. Là, vraiment, on va essayer de maximiser. On va en mettre le plus possible qu'on peut pour la retraite. Mais à l'étape numéro 2, je vous dirais que le compte le plus important, c'est le compte épargne. On va vouloir en mettre beaucoup dans le compte épargne. CELIAP, ah oui, je suis en train d'oublier de parler du CELIAP. Le CELIAP, c'est peut-être le compte épargne le plus important à cette étape-là. Évidemment, on doit absolument utiliser le CELIAP, maximiser tout l'espace qu'on a là-dedans parce que ça, c'est un bel outil. Ça va venir réduire notre revenu imposable. On va avoir un retour d'impôt qu'on peut aussi remettre dans le CELIAP ou pour notre mise de fonds. On va le maximiser autant qu'on peut. Puis, si on n'a plus d'espace dans notre CELIAP, après ça, on va le mettre dans soit le CELI ou le non enregistré. Mais on est en mode épargne. Mon message là, ici, c'est que ce n'est pas nécessaire d'aller placer ça. T'sais, c'est sûr que si le projet d'accumuler la mise de fonds, c'est comme 5 ans, ben là, oui, peut-être qu'on voudrait le placer, parce que là, 5 ans, c'est quand même assez long, malgré que dès qu'on commence à parler de placer à la bourse, par exemple, dans des FNB, même si c'est assez conservateur, il y a toujours un petit risque qu'à l'intérieur de 5 ans, on perde un peu. Normalement, ça ne devrait pas, mais si on a un horizon de 5 ans, c'est selon moi limite pour commencer à mettre à la bourse. On ne sait jamais, dans une fenêtre de 5 ans, ça pourrait arriver que ça stagne, que même que ça baisse. Si on fait toutes les projections possibles, habituellement, ça l'augmente, mais... Vraiment, là, le but, c'est d'accumuler de l'argent pour notre maison. On ne veut pas que ça diminue. Là. On ne veut pas comme en mettre, puis qu'en plus, nos placements produisent mal ou en fait, qu'il y ait un mauvais rendement et puis qu'on se retrouve 5 ans plus tard puis on a moins d'argent que ce qu'on a mis dedans. T'sais. Donc, c'est le danger un peu. C'est pour ça que, pour moi, c'est pas si important là, à cette étape-là d'aller placer l'argent. Pour moi, le compte épargne, le but, c'est d'accumuler pour la mise de fonds. C'est correct aussi, là, si on décide de le mettre dans un compte épargne. À intérêt élevé, c'est préférable quand même. Le compte épargne des grandes banques qui donne du 0,25 %, par exemple, j'aimerais ça qu'on aille chercher du 1, 2, peut-être 3 %, dépendamment d'où sont les taux d'intérêt, le taux directeur. En ce moment, on peut aller chercher à peu près du 2,5 %, je pense, assez facilement avec les banques en ligne. Il y a moyen d'avoir quelque chose comme ça pour si on veut épargner quand même à long terme pour notre mise de fonds. Donc ça, c'est l'étape 2. Étape numéro 3, acheter une maison selon nos moyens. Ben, à ce moment-là, là, on va retirer du CELIAP, on va peut-être retirer du REER si on avait des REER qui dataient avant le CELIAP, ou en tout cas où on est allé cotiser dans notre REER, puis on veut faire le RAP en même temps. Évidemment, moi, j'aime mieux quand on n'a pas besoin de rapper, mais parfois, ça va aider pour notre mise de fonds. Ça va peut-être qu'on n'aura pas besoin de payer de prime SCHL si on fait le RAP. Moi, j'ai fait le RAP en 2008, mais il n'y avait pas le CELIAP à ce moment-là. Puis... idéalement, on va être capable d'accumuler sans... Parce que le problème avec le REER et le RAP, c'est qu'on doit remettre dans le REER. Puis ça, c'est dommage. OK, donc, étape numéro 3, donc les comptes qui sont utilisés, comme j'ai dit, ben, toujours le compte d'opération, le compte chèque. On va envoyer la mise de fonds chez le notaire. Peut-être qu'on avait conservé l'argent de notre mise de fonds dans un compte épargne, donc on va le transférer dans notre compte opération. Puis ensuite, ben c'est ça, on achète la maison, puis là, il y a beaucoup de dépenses quand on déménage. On a la taxe de mutation qui va arriver, on a peut-être des meubles à acheter, ça finit plus.
Donc voilà, beaucoup le compte opération au moment d'acheter notre maison. Attachez votre TUC. C'est mieux d'avoir la mise de fonds et d'avoir un autre montant aussi qui va servir à emménager dans notre nouvelle maison. C'est une bonne idée de le prévoir et de ne pas aller sur la carte de crédit, de ne pas aller acheter des meubles avec des prêts qu'on doit rembourser sur une longue période. C'est beaucoup mieux de tout prévoir, ces frais-là, puis de ne pas aller vers l'endettement. Ensuite, étape numéro 4. Étape numéro 4, là, on va investir pour l'indépendance financière. Là, ça va être vraiment le troisième type de compte qui va être intéressant. Donc, les comptes de placement, comme que je vous ai parlé au début. Parce que là, l'idée, c'est qu'on va vouloir investir pour l'indépendance financière. On va vouloir accumuler notre 1 million, 2 millions, 3 millions de dollars. On ne pourra pas faire ça juste avec de l'épargne, là. Ça ne fonctionnera pas. Il faut absolument que notre argent fasse des petits sur le long terme. Ça va être dans les comptes de placement, ça va être en plaçant à la bourse, peut-être en allant investir après ça dans l'immobilier ou en investissant dans notre entreprise. Il y a différentes façons. Là, ici, je vous parlais des comptes. Donc, tu sais, dépendamment d'où on veut investir, c'est sûr que si on veut investir dans l'immobilier, peut-être comme Pascal Léger nous disait il y a quelques épisodes, lui, il ne voulait pas mettre dans son REER parce que son but, c'était d'investir dans l'immobilier. Parce qu'effectivement, lorsqu'on met dans notre REER, c'est pour le placer à la bourse sur le long terme. On peut décider, nous, que ça va être plus l'immobilier. À ce moment-là, on va le mettre dans du non enregistré, puis dans un compte épargne, puis ensuite, on va acheter notre immobilier comme ça. Mais disons que les placements, éventuellement, c'est ça qu'on veut pour la retraite, parce que ça, c'est vraiment passif. Puis c'est facile, c'est ça qui est le plus accessible. Soit on y va avec notre conseiller ou soit on y va de façon autonome, dépendamment de notre niveau de connaissance. OK, donc étape numéro 4, le type de compte placement investissement va être vraiment important rendu là. On va essayer de maximiser absolument le CELI, puis on va maximiser aussi peut-être le REER. Puis là, on regardera avec son planificateur financier, il y a des stratégies à faire, il y a différentes écoles de pensée. Si on maximise les deux, on ne se trompe pas, selon moi. On peut essayer de maximiser les deux. T'sais, on va essayer de mettre 15-20% par année minimum de notre revenu annuel brut. Puis si on est capable de monter ça à 30, 35, 40, 50% de notre revenu au fur et à mesure que nos revenus de travail augmentent, que nos revenus, en plus, si on investit dans l'immobilier, si on investit dans notre entreprise, si on est capable d'augmenter nos revenus au fur et à mesure que notre carrière progresse, c'est ça, investir pour l'indépendance financière. Je pense que d'avoir nos comptes de placement, ça reste un endroit essentiel. T'sais. Oui, il y en a qui vont dire « OK, moi, je ne fais pas de REER, je ne fais pas de CELI, je fais que de l'immobilier. » Ce qui peut être bien, il y en a qui vont dire « Même moi, je fais que mon entreprise, j'ai réinvesti tout dans mon entreprise, on met tous ses œufs dans le même panier, c'est ça que je contrôle. » Je comprends. Par contre, là, moi ici, je parle selon mon expérience. Moi, j'ai été développeur logiciel, j'ai été employé pendant 15-20 ans. Lorsque je parle de mon plan en 5 étapes, c'est certain que les placements, la bourse, les obligations, les FNB, ça fait partie pour moi d'une stratégie que tout le monde peut utiliser. Donc, c'est pour ça qu'ici, à l'étape 4, puis j'ai encore aujourd'hui, c'est ça, une grande partie de mon patrimoine qui est dans ces comptes-là. Moi, c'est dans le côté autogéré. Je suis avec Disnat, puis je fais moi-même mes achats-ventes, tout dans des FNB indiciels. Donc, étape numéro 4, investir pour l'indépendance. Donc, on va utiliser les placements. On ne gardera pas tout ça dans l'épargne. L'épargne, c'est pour les projets temporaires, comme accumuler notre mise de fonds, puis pour peut-être notre fonds d'urgence. Donc, étape numéro 5, ensuite, rembourser son hypothèque. Rembourser son hypothèque, on va utiliser l'argent de surplus. On peut décider si on va le placer ou si on va rembourser l'hypothèque. L'avantage, c'est que moi, je veux qu'on se sente plus indépendant financièrement. Si on est capable de rembourser notre hypothèque en dedans de 10 ans, parfait. N'oubliez pas, quand je dis rembourser l'hypothèque, c'est surtout la partie qui a servi à acheter notre maison. Idéalement, si on réemprunte pour investir, dans certaines situations, ça peut être correct. Évidemment, je ne le recommande pas si on ne sait pas trop ce qu'on fait. Je ne recommande pas aussi nécessairement, c'est pas obligatoire, okay, de tout aller réemprunter sur l'équité de notre maison pour investir. C'est pas obligatoire. Si on ne se sent pas à l'aise de le faire, on ne le fait pas, c'est tout. Là, puis on peut très bien cheminer vers l'indépendance financière.
sans aller tout réemprunter puis utiliser l'effet de levier au maximum. Mais si on a une belle opportunité d'investissement puis on a l'équité disponible sur notre maison, oui, on peut le remprunter. Là, à ce moment-là, il faut bien s'assurer de garder des comptes séparés. Rembourser son hypothèque, c'est une bonne idée, c'est l'étape numéro 5. Les comptes impliqués, compte chèque, compte épargne ou compte investissement. Je pense qu'il y a moins de liens, rendu là avec l'étape numéro 5. C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. J'arrête là en vous disant que le Club Privilège va prendre une pause en juillet où le retour est prévu à l'automne. Pour des raisons techniques, le Club Privilège, ça va absolument continuer. Par contre, on prend une pause en juillet où, en fait, c'est que la plateforme en arrière va changer. Donc, je viens d'apprendre la nouvelle aujourd'hui. Donc, pour envoyer les donc, il n'y aura pas de courriel en juillet ni en août. Mais absolument, vous pouvez aller vous inscrire sur frédériclacharité.com/club-privilège, puis vous allez être inscrit pour les prochains courriels qui vont partir cet automne. Ça va absolument continuer, ça, le Club Privilège, à partir de septembre ou octobre. En tout cas, je vous dirai rendu là. Puis, je vous invite à suivre et commenter la page Facebook donc du podcast Indépendance financière hypothèque Frédéric Lacharité. Vous pouvez aller vous abonner à cette page-là. Je fais des publications plus fréquemment que le podcast qui sort une fois par semaine. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et je vous souhaite un bon cheminement vers l'indépendance financière. Alors, si vous avez apprécié l'émission, je vous invite à vous abonner. J'ai aussi une page Facebook à laquelle vous pouvez vous abonner. Ça s'appelle Frédéric Lacharité, courtier hypothécaire. Vous verrez passer mes publications hypothécaires quotidiennement. Si vous avez des questions ensuite d'hypothèque pour moi, achat, renouvellement, refinancement, n'hésitez pas à communiquer avec moi en prenant rendez-vous. L'adresse parleravecfred.com, c'est un site, ça va vous mener directement sur mon calendrier. Vous pouvez choisir la date, l'heure, choisir le moment qui vous convient pour prendre rendez-vous. Ensuite, par courriel, à hypothèque au pluriel, donc hypothèque avec un S, à commercial frédériclacharité.com, téléphone 514-243-8994. Toutes ces infos-là sont disponibles dans les notes de l'émission. Puis ça me fera plaisir de parler d'indépendance financière et d'hypothèque avec vous.